Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien motivés pour cette dernière ligne droite. D'abord, je voulais dire un petit mot et un très très grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette réunion publique ce soir. Moi, je fais partie des gens un peu chanceux qui débarquent et puis qui a la chance de parler face à une salle pleine, de sentir de l'enthousiasme, de la motivation. Mais j'ai conscience, surtout après cette année et un peu plus maintenant qu'on a mené en campagne, que tout ça, ce ne serait pas possible sans la force des militantes et des militants, de celles qui vont coller des affiches, distribuer des tracts, qui ne comptent pas leurs heures passées. Donc vraiment, et ça vient du fond du cœur, et je ne vous le dis pas comme une évidence, parce qu'en cette fin de campagne, j'ai aussi pu le mesurer. C'est moi, et c'est sûrement le cas dans cette salle, d'ailleurs je vais peut-être faire lever la main, pour qui c'est la première campagne présidentielle à laquelle ils s'intéressent, à laquelle ils vont à des réunions publiques, etc. Je dis ça parce que j'en ai vu, ouais. Donc voilà, bon, je pourrais lever la main moi aussi. Et donc, on est la démonstration à la fois d'une dynamique, et puis vraiment, je veux tirer mon chapeau, parce que on est presque à l'heure des bilans de cette fin de campagne présidentielle. Vous avez été incroyables partout sur le territoire, et je crois qu'il faut le mesurer. On a organisé plus de 300 réunions publiques partout en France. On a organisé je ne sais pas combien de meetings avec Jean-Luc Mélenchon, jusqu'au meeting d'hier où vous aviez Jean-Luc Mélenchon 12 fois partout en France. Je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là hier à Besançon. Vous allez en avoir marre de moi. Même pas. Mais vraiment, voilà, je voulais tirer mon chapeau. Et vous savez, il y a, pardon, les journalistes qui m'ont posé la question tout à l'heure, et je ne veux pas du tout vous pointer du doigt, mais ils posaient une question très juste sur une des propositions qu'on porte, dont je vais vous reparler après, sur comment on va attraper les évadés fiscaux. Et puis ils m'ont dit, mais comment ça se fait que ce sujet n'a pas émergé dans la campagne ? En fait, parce que cette campagne, elle a été bizarre. Parce que, en fait, désolé, nous, on a pris les gens au sérieux pendant cette campagne. On a fait campagne sur un programme, avec telle une petite tortue sagace qui a pris sa maison sur son dos. Puis dans sa maison, il y a... Vous déroulez, hein, vous ouvrez le premier tiroir, il y a un programme avec 694 propositions. Vous ouvrez le tiroir d'après, vous avez 12 plans qui viennent vous dire comment on va faire, je ne sais pas, mettre fin à la pauvreté, mettre fin au féminicide, etc. Vous tirez le tiroir d'après, parce qu'il n'y en a pas assez, il y a 40 livrets thématiques. Bref, en fait, désolé, mais on a pris cette élection présidentielle au sérieux. Et on a fait campagne sur un programme. Alors oui, il y en a un qui pense qu'il va être réélu de manière automatique, tel un monarque républicain. Nous, en fait, désolé, mais on a fait campagne sur un programme, on a fait une campagne de terrain, et la première chose que je voulais dire, c'est les amis, soyez fiers de cette campagne. Soyez fiers. Et donc, je voulais vous tirer vraiment mon chapeau, parce que c'est aussi la petite nouvelle qui parle, et franchement, je suis impressionnée. C'est un truc de malade. On a soulevé des montagnes pendant cette campagne. Et je le disais, ce alors qu'elle a eu du mal à prendre cette campagne présidentielle, aussi parce qu'elle a été... c'est moi qui fais tous ces bruits, là ? Désolée. Ah, c'est à chaque fois que je touche le fil, je pense. Non. Je vais essayer de ne pas bouger. Je vais rester statique. Mais pour ceux qui me connaissent un peu, je ne sais pas faire un meeting derrière un pupitre tout droit. J'ai besoin de marcher, de m'adresser aux gens. Bon, je vais essayer de ne pas trop faire de bruit. La première question une des questions qui a émergé dans cette campagne, finalement, je trouve, si on prend l'actualité, c'est assez symptomatique du monde avec lequel on veut rompre. Et je veux pour preuve, et je prends un des derniers exemples en date, le scandale McKinsey. Bon, il fait la une des journaux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça fait des années qu'on s'époumonne à dire que l'État est en train de se privatiser, que l'État est en train de payer une fortune inouïe dans des conseils auprès de grandes boîtes. Mais manifestement, ça n'intéressait pas grand monde. Bon, tant mieux si le sujet finit par éclater, mais j'ai envie de dire, n'hésitez pas à regarder les propositions qu'on faisait déjà et qui étaient déjà dans l'avenir en commun. Et donc, je le dis assez clairement, facilement, simplement, avec nous, c'en est fini, la vente à la découpe de l'État. C'en est fini d'avoir recours à des cabinets publics, à des cabinets qui nous arnaquent plusieurs fois, qui nous font payer un pognon de dingue, comme dirait l'autre, des services inutiles et qui en plus ne payent pas leur juste part d'impôt. C'en est fini.
Parce que, bon, si on prend les exemples précis pour savoir exactement de quoi on parle, il y en a plusieurs, mais McKinsey, c'est par exemple 4 millions d'euros de contrats pour la mise en œuvre de la réforme des APL. Donc déjà, Macron va vous sucrer 5 euros d'APL par mois, mais pour être sûr que ce soit bien mis en œuvre, et pour être sûr que vraiment on a bien gratté les 5 euros à tout le monde, on va payer une boîte extérieure pour faire en sorte que ce soit bien appliqué. Je pourrais vous prendre un autre exemple de ce contrat qui a été passé aussi avec McKinsey pour une mission sur l'avenir du métier d'enseignant à 2680 € la page, qui n'a abouti à rien, évidemment. Moi, j'ai une solution assez simple. Allez, je suis sympa, je la facture 0 €. Le numéro de téléphone des centrales syndicales des enseignants. Il y en a peut-être ici dans la salle. Je suppose qu'ils auraient été ravis de donner leur avis plutôt qu'on demande à une boîte de consultance privée de qu'est-ce que va être l'avenir de leur métier. D'ailleurs, remarquez au passage que Macron, lui, il a bien dit ce qu'il voulait faire du métier d'enseignant. Une boîte à fric comme d'autres, en privatisant le métier d'enseignant. Bref, je pourrais vous faire une longue liste de toutes ces missions inutiles qui nous ont coûté un bras et qui sont assez symptomatiques aujourd'hui de ce qu'est devenu notre État, qui est en train d'être vendu à la découpe. Et j'avais envie de vous parler, je vais après vous parler du schéma d'évasion fiscale, mais je vais finir d'abord parce qu'il y a aussi un renvoi d'ascenseur qui est fait. Ça, c'est la musique pour dimanche soir, les amis. Ça, c'est quand on aura gagné. Mais pour finir, l'histoire de McKinsey, si on va au bout de la démarche, quand on regarde qui il y a dans McKinsey, il y a aussi un beau retour d'ascenseur qui est fait. Parce que, étrangement, le responsable d'affaires publiques de McKinsey, celui qui allait dire sous serment devant le Sénat que oui, on paye bien tous nos impôts, on a vu ce que ça donnait après, et c'est le même qui, derrière, fait le petit renvoi d'ascenseur avec des missions gratuites pour Macron et qui participe à l'élaboration de son programme. Eh bien, je vais vous le dire. Cette République des copains et des affaires, on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est aussi pour ça que les gens sont dégoûtés de la politique. C'est aussi pour ça que les gens se disent « Non, mais nous, on ne veut pas de ces pourris ». Alors, peut-être qu'un des leitmotivs pour cette campagne, c'est de faire primer une bonne fois pour toutes l'éthique contre ce fric. Contre ce fric qui a voulu vendre si mal et si à la découpe notre État avec ses cabinets de conseil. Ensuite, je voulais vous parler quand même un petit peu de l'affaire dans l'affaire, ce pourquoi il y a une enquête qui a été lancée ce matin par le parquet national financier. Vaut mieux tard que jamais. Cette enquête dans l'enquête, c'est aussi pour dire, OK, on a quand même une boîte, McKinsey, qui n'a pas payé 1 € d'impôt ces 10 dernières années. Remarquez que Capgemini, qui est notre entreprise dans le même goût, ils ont eu un redressement fiscal de 17,3 millions €. Mais, non, attendez. Ils ont négocié. Puis finalement, ils ont payé que 3,9 millions €. Alors imaginez, vous, quand vous recevez vos impôts, là, vous avez essayé ? Ils ont dit non. Bah oui, parce que là, ils savent où vous trouvez. Et en effet, vous avez raison, monsieur. Ils se servent tout seuls. Et donc, à quel moment on a cru penser que pour des grandes boîtes, elles pouvaient négocier leurs impôts et pas n'importe lequel d'entre nous? C'est ça aussi qui érode le consentement à l'impôt. Et là, juste avant de vous voir, j'étais en rendez-vous avec les syndicats de General Electric. General Electric, c'est une entreprise importante ici à Belfort. On en parle pour tout un tas de raisons. Mais il y a un sujet dont on parle assez peu sur General Electric, c'est eux aussi, ils n'ont pas payé 1 € d'impôt ces dernières années. Vous avez un schéma assez classique que font toutes les grandes boîtes. Pouf, la filiale française, elle paye des droits d'utilisation de la marque à des paradis fiscaux, Delaware, Suisse. Comme ça, la filiale française, elle est déficitaire. Excusez-nous, on est déficitaire, vraiment, on aimerait beaucoup payer des impôts, mais on n'en a pas les moyens. Parce que vous comprenez, notre entreprise va vraiment très mal. Puis bizarrement, dès que vous vous intéressez un petit peu,
La filiale, elle, en Suisse, ah, celle-là, elle va bien. Résultat, les syndicats ont calculé, c'est 1 milliard d'euros de bénéfices sur lesquels General Electric n'a pas payé 1 euro d'impôt. Et General Electric, j'ai envie de dire, ce n'est pas une anomalie. C'est aujourd'hui le cas de la plupart des grandes boîtes multinationales. Avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam et je passais ma vie à documenter ces montages d'évasion fiscale. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Et d'ailleurs, j'ai envie d'interpeller les libéraux. Vous savez, ceux qui nous parlent de la concurrence libre et non faussée du matin au soir. J'ai envie de leur dire, ok, c'est pas mes termes, mais moi j'aime bien débattre avec les libéraux. Donc ok, on va se parler de la concurrence libre et non faussée. Bah, je vais dans la rue, je vais au bar au coin de la rue, je vais à la librairie au coin de la rue. Bah, eux, ils n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux. Il y a des gens là qui bossent dans des petites PME, j'imagine, ici. Vous n'avez pas de filiale dans les paradis fiscaux. Mais bizarrement, Amazon, qui est en concurrence avec la librairie, eux si. Starbucks, McDonald's, qui sont en concurrence avec le bar ou le resto du coin, eux si. En fait, ils n'arrivent même pas à appliquer leur propre système. Et selon leur propre principe de la concurrence libre et non faussée, on voit à quel point aujourd'hui ce système d'évasion fiscale est une destruction de leur propre monde libéral. Alors, puisqu'ils ne comprennent pas dans nos termes, peut-être qu'ils comprennent mieux dans leurs termes. Mais je vais vous dire, dans la lutte contre l'évasion fiscale, c'est quoi le bilan du gouvernement? C'est d'avoir fermé les yeux systématiquement sur les pratiques d'évasion fiscale. C'est systématiquement d'avoir laissé les grandes entreprises négocier leur amende fiscale. Eh bien, nous avons... Allez, je pourrais vous en faire 50 des propositions dans la lutte contre l'évasion fiscale, mais je vais en retenir que 2 pour ce soir. La première, ce dont on discutait tout à l'heure avec les journalistes et qui regrettaient que ce ne soit pas assez dans le débat public, et je suis bien d'accord, c'est ce qu'on a appelé un impôt universel sur les entreprises. Le principe, il est assez simple. Vous prenez General Electric. General Electric, on va regarder à l'échelon international quelle est leur activité économique, quels sont leurs bénéfices, et puis on va regarder en France combien d'employés ils ont, combien de chiffres d'affaires ils ont, combien d'usines, etc. ils ont. Et avec ça, on est capable de déterminer quelle part de cet argent devrait revenir sur le sol français et combien d'impôts ils devraient payer. Et on a calculé avec ça qu'on récupérait 28 milliards d'euros. 28 milliards d'euros, les amis, ça sert à quoi? Eh bien, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour financer la garantie d'autonomie, pour faire en sorte que plus aucune personne dans notre pays ne vive avec moins de 1 063 € par mois, qui est le seuil de pauvreté dans notre pays. La morale de cette histoire, c'est que les évadés fiscaux paieront pour sortir des millions de gens de la pauvreté, et je crois que c'est un juste retour des choses. La deuxième chose, on n'y arrivera pas si on ne s'attaque pas à la racine du problème. Et la racine du problème, ce sont tous ces paradis fiscaux qui continuent à prospérer, à faire leur modèle économique sur les avantages qui sont donnés à ces grandes entreprises. Et en l'espèce, en l'occurrence, il se trouve qu'il y en a quelques-uns, pas très loin d'ici d'ailleurs. Suisse, Luxembourg, bon après on peut aller un peu plus loin, Irlande, Pays-Bas, Malte. Bon, les 4 derniers, ce sont des pays qui sont dans l'Union européenne. Et il se trouve, prenez, la liste française de paradis fiscaux, la liste européenne de paradis fiscaux. À votre avis, quels sont les paradis fiscaux dans ces listes? Et je vous fais participer pour être sûr que vous ne dormez pas. Luxembourg, raté. Si, il y en a, il y a des pays. Mais lesquels? Ah, Fidji. Oh, il y a un tricheur là. Oui, il y a les Fidji. Je crois que c'est la liste européenne pour les Fidji. Quoi d'autre, à votre avis? Monaco, ça y est pas. Île Caïman, ça y est pas. Irlande, ça y est pas. Tuvalu, ça y est pas. Jersey, ça y est pas. Les îles Vierges britanniques, ça y est pas. Malte, ça y est pas. Bon, les amis, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Allez, je commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il n'y a aucun des pays que vous avez cités
qui se trouvent ni sur la liste française, ni sur la liste européenne de paradis fiscaux. La bonne, c'est que vous êtes bien mieux compétent que notre ministre de l'économie et des finances, parce que vous, nous tous au pouvoir, eh bien, on saura quel pays mettre sur notre liste de paradis fiscaux. Bon, la vérité, c'est que tout ça, à la fin, ça participe à un petit jackpot. Mais non, pas pour vous. Oui, vous avez bien travaillé, mais non, le ruissellement. C'est Jean-Luc hier, il disait, le ruissellement, en fait, c'est devenu un aspirateur. Et je trouve que l'image parle bien. Au lieu que ça descende, en fait, ça remonte. Et c'est un peu ça qui s'est passé ces 5 dernières années. On a quelques personnes tout en haut qui ont aspiré. Et qui ont aspiré, là on retrouve, pour les grandes entreprises du CAC 40, c'est le jackpot. 169 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. 169 milliards d'euros. Et je me souviens quand même, l'an dernier, c'est pas si longtemps, on était en pleine crise du Covid, on nous disait qu'il faut serrer la ceinture, il y avait le chômage partiel, bref, globalement, ça allait pas très bien. Puis moi, toutes les personnes que je connais qui bossent dans des petites boîtes, globalement, la situation était difficile. Et d'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui ne s'en sont pas remises. Alors non, pour les très grandes entreprises, c'était jackpot. Et pas seulement de bénéfices, jackpot pour les dividendes versés aux actionnaires. 69 milliards d'euros, excusez-moi du peu. Petit record en la matière. Hein. Moi, pareil, quand j'étais à Oxfam, on regardait les dividendes versés aux actionnaires, etc. Je peux vous dire, au moins, sur les 10 dernières années, c'est un record. Record alors qu'on nous dit que c'est la crise. Record de dividendes versés aux actionnaires. Et quand on regarde dans le détail, en réalité, ce que les entreprises ont fait en bénéfice, ça correspond peu ou prou à ce qu'elles ont reçu en termes d'aides versées par l'État. Alors qu'on ne s'y méprenne pas. Évidemment, il fallait verser des aides, s'assurer qu'il y a un chômage partiel, par exemple, s'assurer que personne dans notre pays ne tombe au chômage à cause de la crise sanitaire. Notre État en avait les moyens. Pas de problème. Par contre, je m'interroge sur ce transfert quasiment immédiat qui s'est fait de l'État aux poches des actionnaires. Et je me souviens quand même d'Emmanuel Macron, vous savez, il aime bien demander des contreparties aux gens. Il aime bien dire, vous les pauvres, vous êtes des assistés. Vous les chômeurs, faites un petit effort, traversez la rue pour trouver un emploi. En revanche, les grandes entreprises, à aucun moment, ils demandent des contreparties. À aucun moment, il dit « Ok, je verse de l'argent public, c'est-à-dire notre argent à nous tous, mais vous garantissez de l'emploi. Vous ne garantissez pas une explosion des dividendes versés aux actionnaires. Ça va, on est sympa, hein, on ne demande pas non plus de tout reprendre. » Et en fait, quand Macron parle d'assister, moi j'ai plutôt envie de dire qu'aujourd'hui, on vit dans un capitalisme d'assister. Et c'est pour ça que nous proposons assez clairement et simplement de dire que toute aide publique qui sera versée par l'État, elle doit se faire avec des contreparties à la fois pour protéger l'emploi, donc des contreparties sociales, mais aussi des contreparties écologiques. J'en ai marre qu'on gave les grandes entreprises comme Total qui vont continuer à polluer et qui derrière ne rémunèrent pas bien leurs salariés. Voilà aujourd'hui la société que nous proposons et nous sortirons de ce capitalisme d'assister qu'a créé Emmanuel Macron. Je vais garder ma montre ici pour être sûr que je ne vous parle pas 4 heures. Vous savez, en fin de campagne, vous nous lancez en roue libre. J'étais à Besançon hier, je suis rentrée à Strasbourg dans la nuit, j'étais au Parlement européen toute la journée, puis j'ai vu General Electric, puis je suis là, puis demain je repars au Parlement européen à Strasbourg. Bref, voilà à quoi ressemblent nos vies, donc une espèce de machine, de petite pile. Bref, pardon, je m'égare. Je voulais continuer à vous parler des jackpots. Rassurez-vous, à la fin, il y aura quelques miettes pour vous quand même. Mais ce jackpot, il a continué, et ça a été évidemment jackpot aussi pour les actionnaires et pour les milliardaires, parce que bon, souvent, c'est un peu les mêmes. Et quand on regarde et on fait le bilan sur ce quinquennat, on a quand même la fortune des 500 plus grandes fortunes qui a été multipliée par 2 en l'espace de 5 ans. Donc là, vous faites le calcul dans votre tête et vous dites
Ah ouais, moi j'aurais bien aimé que ma fortune, mon immense fortune, mes 3 000 €, ait été multipliée par 2 en l'espace de 5 ans. Mais non, 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 vous, c'était pas pour vous. Pour les petits milliardaires, enfin petits, pour les milliardaires, je dis petits parce qu'ils sont un petit nombre. Et le pire, c'est sur l'an dernier. Moi, je trouve que c'est le comble de l'indécence l'an dernier. Parce que l'an dernier, c'est quand même 236 milliards d'euros qu'ont empoché les milliardaires de notre pays. Bon, tout ça, c'est abstrait, les milliards d'euros. Personne ne gagnera ça dans sa vie, aucun d'entre nous ici. Mais si on le ramène par seconde, c'est un chiffre que j'utilise souvent et je trouve qu'il est assez parlant. C'est pour ceux qui étaient à Besançon, vous l'avez entendu dire, mais c'est 4 680 € par seconde. 4 680 € par seconde. Donc c'est quand même 4 SMIC. Là, vous faites le calcul dans votre tête, vous laissez passer les secondes. 4 000 €, 4 000 €, 4 000 €, 4 000 €. Vous imaginez à quel point c'est indécent? Et tout ça est complètement déconnecté de la réalité. Franchement, même si on me donnait cet argent, honnêtement, je ne saurais même pas quoi en faire, tellement c'est de l'argent et tellement c'est colossal et tout ça est complètement déconnecté de la réalité. Le résultat, c'est qu'à la fin, on a dans notre pays 5 personnes, donc ça pourrait être vous 5. Alors, ne leur faites pas les poches, c'est pas eux 5. J'ai dit ça pourrait être ces 5 personnes, juste pour qu'on se rende compte. Bah, en même temps, quand vous y pensez, la fortune des milliardaires, comme une grande partie est héritée, c'est juste vous avez tiré, vous étiez dans le bon spermatozoïde à la naissance. Enfin, désolé, hein. Mais du coup, bon, imaginez que vous étiez dans le bon spermatozoïde, vous 5, là, en plus j'ai choisi 5 jeunes, donc c'est cool. Eh bien, vous posséderiez à vous 5 autant que 28 millions de personnes. Vous imaginez, 28 millions de personnes, il en faudrait des salles comme celle-là pour les remplir. Donc, je trouve que c'est une image assez représentative, malheureusement représentative, de l'état des inégalités dans notre pays. Et vous connaissez cette formule de Victor Hugo. L'enfer des pauvres est fait du paradis des riches. Parce que oui, tout est une question de répartition dans notre pays. Et dans le même temps, pour reprendre une expression très macroniste, dans le même temps, on a quand même plus de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans notre pays, plus 400 000 sous ce quinquennat. 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Moi, je me dis, dans la 6e plus grande puissance économique mondiale, il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, ce qu'ils peuvent manger le soir, et qui dépendent de la solidarité dans notre pays. J'ai honte quand je vois ça. Et ça, c'est à mettre au bilan d'Emmanuel Macron. Pourquoi à mettre au bilan d'Emmanuel Macron? Parce que les inégalités sont un choix politique. C'est un choix politique de redistribuer les richesses ou non. Et le choix politique qui a été fait par Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs le premier quand il est arrivé au pouvoir, ça a été de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, ça a été de mettre en place la flat tax pour que les revenus du capital soient imposés de manière fixe à 30% et pas en fonction de vos revenus comme c'était le cas à l'heure actuelle, et dans le même temps, de sucrer les APL de 5 €. Voilà le choix de société. Voilà pourquoi Emmanuel Macron était et est le président des riches. Voilà pourquoi il a creusé les inégalités comme jamais sous la Ve République. Et voilà aussi pourquoi nous devons en changer et faire et avoir à la tête de notre pays un président au service de la majorité, au service du peuple, qui redistribue les richesses, parce que notre pays ne manque pas de richesses, c'est une question aujourd'hui de répartition. Bon, si je dois faire, pour finir, un peu le bilan de Macron, excusez-moi, en même temps, il ne veut pas débattre. Donc Jean-Luc, il aurait adoré discuter de tout ça sur un plateau télé. D'ailleurs, il le fera au second tour, non? Il aura de la gueule, ce débat, je crois. Non, mais c'est bien qu'il se prépare. Là, il a peur. Du coup, qu'il travaille, qu'il se prépare. Jean-Luc, lui, il est prêt, je peux vous dire. Il attend que ça. Mais... du coup, en attendant, dans les réunions publiques, je continue à faire un peu son bilan. Puis je le vois, c'est aussi pour répondre à lui-même son propre bilan. Vous savez, il nous a envoyé là, ces 2 pages, sa missive en guise de déclaration de candidature. Si on m'avait dit qu'il y aurait une déclaration de candidature sur un 2 pages, bref, dans lequel il dit « j'ai tout bien fait, merci, bravo moi ». Et dans le « j'ai tout bien fait, merci, bravo moi », il a parlé de investissement dans l'hôpital. J'ai envie de dire... oui, il l'a dit. Il a dit l'hôpital va mieux. On en a tous fait la démonstration. Alors on va s'assurer que je ne meurs pas de soif, c'est parfait, merci beaucoup. Je vous dis, quand les militants ils sont aux petits soins.
Donc il a dit j'ai tout bien fait, j'ai investi dans l'hôpital. Bon, on en a vu les conséquences, on a vu aussi les postes qui ont été supprimés, les lits qui ont été supprimés dans tout le quinquennat, et on en a payé le prix pendant le Covid. Et puis il a dit quand même que grâce à lui, le chômage avait atteint un de ses plus bas niveaux de l'histoire récente. Alors là, je me dis, je regarde autour de moi, bon, moi j'ai 32 ans, donc mes amis ont à peu près mon âge, je regarde autour de moi et puis je me dis, attends, j'ai un tel au chômage, un tel au chômage, un tel au chômage. Soit je choisis mal mes amis, soit j'ai pas vraiment l'impression qu'on est en situation de plein emploi. Puis je suis sûre que vous faites la même réflexion. Dans un bassin comme ici à Belfort, un bassin industriel, on le sait aussi qu'on n'est pas en situation de plein emploi. Parce que lui, sa stratégie pour lutter contre le chômage, c'était de lutter contre les chômeurs. Alors là, je lui donne le point. Oui, il a lutté contre les chômeurs. Ah ça, bravo, 10 sur 10. Bravo Macron. En revanche, lutter contre le chômage, c'est autre chose. Parce qu'en fait, c'était quoi sa stratégie? Elle était double. La première, ça a été d'accélérer les radiations comme jamais il y a eu à Pôle emploi. Comme jamais. Parlez-en, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle ou dans votre entourage. Parlez à des gens qui bossent à Pôle emploi, c'est horrible, en plus de déshumanisation, parce qu'ils disent qu'eux-mêmes, ils n'ont plus les moyens de faire leur boulot correctement, d'accompagner les chômeurs, etc. Parce que leur but, c'est comme les flics, c'est de rentrer dans des cases et de faire de la stat. Bah, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la sécurité, et ça ne marche pas non plus quand on veut lutter contre le chômage. Donc, sa stratégie, ça a été d'accélérer les radiations. On a quand même plus 40% en un an. Et de transfert des catégories A aux catégories B. Et tout ça est un peu technique, mais bon, c'est assez simple. Vous êtes au chômage. Vous prenez un petit boulot. Bah, quand on est au chômage, on prend tout ce qu'il y a à prendre, hein, contrairement à ce que pense Macron. Vous prenez un petit boulot. Le matin, vous faites ce petit boulot. Disons que c'est un petit boulot d'1 jour ou 2 jours. Le lendemain ou le soir même, bah, vous êtes de nouveau au chômage, vous cherchez de nouveau un boulot, mais non, vous n'êtes plus dans la statistique, parce que vous avez travaillé 1 jour dans le mois. Ça suffit à sortir de la catégorie A de chômeur. Deuxième stratégie qui a été utilisée par ce quinquennat, c'est de développer de l'emploi, oui, mais de l'emploi par intérim. 3/4 des emplois qui ont été créés sur les derniers trimestres sont des emplois par intérim. Sont des emplois qui sont précaires. Au final, moi, ce que je retiens, l'action principale de ce gouvernement dans la lutte contre le chômage, ça a été de faire la poche des chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage qui a fait perdre jusqu'à 40% d'indemnités. Jusqu'à 40% d'indemnités aux chômeurs de notre pays. En rajoutant en plus ce mépris insupportable, comme si il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Bah, je vous fais une proposition. Qu'on fasse traverser la rue à Emmanuel Macron le dimanche prochain et qu'il connaisse un peu mieux le monde du travail, les difficultés pour chercher un emploi et qu'on abolisse cette réforme de l'assurance chômage. Après, s'il veut agir contre le chômage, nous, on aurait bien des propositions. Par exemple, investir massivement dans la transition écologique, c'est créateur d'emplois. Dans les énergies renouvelables, rénover les 700 000 passoires thermiques de notre pays. On est doublement gagnant. À la fois, les factures d'électricité de ces familles baisseront, souvent des familles précaires, et en plus, ce sera créateur d'emplois. Changer notre modèle agricole. Plutôt que faire venir du lait de Nouvelle-Zélande. Je prends souvent cet exemple parce que c'est le truc le plus dingue. Ouais, le plus dingue, ça me rend folle. Nous, on va signer c'est en cours de négociation, un accord de libre-échange au niveau européen avec la Nouvelle-Zélande. C'est le premier producteur de lait au monde. On n'arrive même pas à écouler le lait français. Nos producteurs de lait crèvent la dalle en France. Et je mesure mes mots, crèvent la dalle. Nos agriculteurs crèvent la dalle aujourd'hui en France. Parce qu'on développe que ces énormes agro-industries, parce que c'est un modèle qui est promu par la Commission européenne et qui est relayé même par ce gouvernement. Donc, si on veut créer de l'emploi, il y a une façon, c'est la transition écologique. C'est un premier outil. Le deuxième outil, la dernière fois qu'on a créé de l'emploi dans notre pays, massivement, c'était quand? Vous vous en souvenez? 35 heures. Bon, j'ai pas de lien avec Martine Aubry, je fais pas de la promotion familiale. Mais toujours est-il que c'est la dernière fois qu'on a créé de l'emploi dans notre pays. Massivement. Parce qu'on a partagé le travail qui était disponible.
que non seulement c'est créateur d'emplois, mais c'est aussi organiser nos vies, nos temps de vie différemment, prendre soin de nos enfants, de nos grands-parents, plutôt que de les envoyer dans des EHPAD privés qui coûtent une fortune pour qu'ils soient maltraités et pour qu'il y ait une poignée d'actionnaires qui fassent des bénéfices sur leur grille. Non mais nous, on ne peut pas les envoyer dans des EHPAD à ce prix-là. Hein. Ben parce qu'on n'en a pas les moyens, bien sûr. Ça coûte 8 000 €. Oui. C'est 4 fois ce que coûte un EHPAD public. Hein, pour un... Et qui est déjà extrêmement difficile à financer. Évidemment, oui. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est ça le système qu'il nous propose. Et à la place, si on partage le temps de travail, ça a énormément de vertus, à commencer par créer de l'emploi. Alors, faire en sorte que les 35 heures soient effectivement respectées dans notre pays, c'est déjà une bonne première étape. Puis avancer vers les 32 heures. Puis avancer vers une 6e semaine de congés payés. Ma génération n'a pas connu d'avancée, n'a pas connu de nouvelles semaines de congés payés. Alors que notre pays n'a jamais été aussi productif, qu'on produit beaucoup plus en moins de temps de travail. Et donc, puisque nous sommes plus productifs, alors nous pouvons moins travailler, mieux organiser nos temps de vie, notre société, nos loisirs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a essayé aussi d'instaurer dans cette campagne présidentielle Jean-Luc Mélenchon, cette ode au temps, à la paresse, au silence. On en rêve tous. Alors, peut-être particulièrement à la fin de cette campagne où on est sur les rotules, mais prendre le temps dans sa vie, en fait. Et c'est aussi parce qu'on est pressé partout, parce qu'on surbosse, parce que du coup, on va faire de la bouffe rapide, parce que c'est plus rapide. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et on peut clore, je pense, ce cercle vicieux en repensant notre relation au travail, en repensant la manière dont on l'organise, en repensant le temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et je le dis aussi, dans la vie. Dans la vie. Parce que cette élection présidentielle, pour moi, c'est aussi un référendum social. Est-ce que vous êtes pour ou contre la retraite à 60 ans ? Et aujourd'hui, ceux qui peuvent se qualifier pour cette élection présidentielle, vous avez Marine Le Pen, vous avez Emmanuel Macron, ils sont tous deux pour la retraite à 65 ans, pour repousser l'âge légal de départ à la retraite. Eh bien, je vous le dis, avec nous, ce sera 60 ans pour l'âge de départ à la retraite, 60 ans pour tout le monde, avec un niveau de salaire décent si vous allez travailler toute votre vie, avec le SMIC minimum à partir de 60 ans. Parce que, faut pas se détromper quand même. Macron, il s'est quand même trouvé une alliée dans cette élection présidentielle, vous ne trouvez pas ? De qui je parle ? Le Pen ? Bah ouais, regardez, notamment sur le programme économique. Blocage des prix, Macron, Le Pen, contre. Augmentation du SMIC à 1 400 € net, Le Pen, Macron, contre. Retraite à 60 ans, Le Pen, Macron, contre. Rétablissement de l'ISF, Le Pen, Macron, contre. Je pourrais faire une longue liste, mais vous savez, quand Jean-Luc disait, en fait, c'est un programme économique similaire, la différence, c'est Macron, vous avez le mépris de classe, Le Pen, vous avez le mépris de race. Et contre le mépris de race et le mépris de classe, alors, il y a une solution, un bulletin de vote, qui, dimanche, peut changer l'histoire, peut changer notre destin commun. Le seul en capacité d'être au second tour, qui se bat pour un meilleur partage des richesses, qui se bat pour l'augmentation du SMIC à 1 400 €, qui se bat pour le rétablissement de l'ISF, qui se bat pour la retraite à 60 ans. Il y a une seule option dimanche pour que ce débat arrive au second tour, vous la connaissez, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans cette campagne, il faut vraiment que j'arrête avec ce fil. Macron, à chaque fois qu'on fait des propositions, c'est un truc qu'il a dit là, dernièrement dans ses rares apparitions. Franchement, cette campagne, on en est à scruter les apparitions médiatiques de Macron, mais c'est d'un triste. Bref, ça c'est mon énervement contre cette campagne.
il a dit... attendez, je vais retrouver son expression. Ah oui, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas d'argent magique. Voilà. Donc, nous, on est des gens assez pragmatiques. On voit que les prix explosent. Le prix de l'essence, plus de 2 € le litre. Au passage, hein, ce que fait le gouvernement, la petite ristourne de 15 centimes juste avant les élections, soyez pas dupes. 15 centimes, bah on laisse le marché agir. Si demain ça réaugmente de 15 centimes, pouf, plus rien. Adieu la baisse de 15 centimes. Donc sur le blocage des prix, nous c'est pour ça qu'on dit très clairement qu'il faut fixer un prix maximum. Il faut dire aux gens combien maximum vous allez payer. Eh bien avec nous, quand vous allez faire votre plein à la pompe d'essence, à Total ou ailleurs, ce sera 1,40 € le litre, pas 1 centime de plus, parce que ce n'est pas un luxe aujourd'hui de pouvoir se déplacer dans notre pays. 1,40 € maximum le litre, et maximum, on encadrera aussi les prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, qu'ils ont privatisé à marche forcée et qu'on renationalisera, et on bloquera aussi le prix de produits de première nécessité. On a tous fait le constat quand on va faire nos courses. Peut-être Macron, je pense qu'il ne fait pas souvent ses courses lui-même. Sinon, il s'en serait aperçu que ces prix explosent. Et là-dessus, comme sur beaucoup de choses, on a Macron qui nous dit on n'en a pas les moyens. C'est pas possible, tout ça n'est pas réaliste. C'est le seul truc qui nous oppose, parce qu'ils sentent bien que c'est du bon sens, nos propositions. Et là, j'ai envie de lui dire, ok, bon, allez, prenons l'essence. Au hasard, l'essence. Attends, il y a une grande entreprise nationale. Attends, son nom m'échappe. Ah, Total. Total. Bénéfice record de 16 milliards d'euros l'an dernier. Bénéfice record de l'histoire de Total. Et, parce que cocorico, de l'histoire de toutes les entreprises du CAC 40. Alors, pardon, des entreprises comme Total, elles ne peuvent pas mettre temporairement la main à la poche pour, plutôt que de se faire des bénéfices records sur l'augmentation et la spéculation sur les marchés financiers du prix du pétrole, est-ce que vous ne pensez pas une minute qu'on ne peut pas solliciter davantage Total et que le blocage des prix, c'est faisable dans notre pays? Eh bien, les amis, tout ça, ça tient en un décret. Ce décret, il est écrit, il est prêt. Il manque juste la signature du futur président de la République, Jean-Luc Mélenchon, et avec nous, les prix seront bloqués. Puis ils nous disent tout ça, c'est pas finançable, blablabla. Bon, désolé, mais là encore, bah oui, nous on a pris cette élection au sérieux. Donc vous voyez là les 694 propositions. Il y a des gens comme moi qui les ont prises une par une, avec plein de gens, hein, rassurez-vous, je ne suis pas toute seule, mais voilà, quelques geeks. Et on les a prises une par une et on les a chiffrées. Alors ça coûte tant de millions, ça coûte tant de milliards, etc. Qui l'a fait? Qui d'autre? Personne. Alors, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais vous ne pouvez pas dire qu'on raconte n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire que tout ça n'est pas finançable. Oui, c'est finançable. Je peux vous donner plein d'exemples. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'impôt universel sur les entreprises qui finance notre garantie d'autonomie. Je peux vous donner d'autres exemples. Rétablissement de l'ISF de manière plus progressive, c'est 10 milliards d'euros. Encore un autre exemple, la révolution fiscale qu'on veut faire. Ça, c'est un truc que je pose dans toutes les salles. Qui gagne ici moins de 4 000 € par mois? Le monsieur, il n'a pas levé sa main, donc il faut aller faire un don à la sortie. Non, mais vous avez le droit de gagner plus de 4 000 €. C'est 8% de la population française. Donc, pour ces 8%-là, oui, on va les mettre un petit peu plus à contribution. Mais surtout pour les 1%. Pour les autres, j'ai cru comprendre tout le monde ici dans cette salle, eh bien, vous paierez moins d'impôts sur le revenu parce qu'il sera davantage progressif. Davantage progressif parce qu'on passera de 5 à 14 tranches. Pourquoi 14 tranches? C'était au moment où il a été créé l'impôt sur le revenu. Il a été créé avec ce nombre de tranches-là. Pourtant, il n'y avait pas autant d'inégalités avant. Justement pour qu'il soit davantage progressif. Pays du comté, c'est un peu, voilà, comme plus il y a de tranches, plus c'est bon. Non, c'était nul comme blague, désolé. J'essaie de me renouveler, mais... Non, il n'y a pas de trou dans le comté. Ça, je le sais. Ça, je le sais qu'il n'y a pas de trou dans le comté. J'espère qu'il y aura du comté à la sortie, d'ailleurs. Non, bon, blague mise à part. L'objectif, c'est que ce soit plus progressif et donc que ça tienne mieux compte de votre situation et qu'il y ait des gagnants et des perdants.
la majorité de la population sera gagnante. Je pourrais vous poser la même question. Qui aujourd'hui possède moins de 550 000 € de patrimoine? Faites le calcul, votre voiture, votre maison, votre appartement. Ouais, ça fait pas mal, hein. Il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas levé la main. Le carnet de chèques. On peut faire des dons sur la campagne jusqu'à dimanche. On prend, hein, on prend. Mais pour tous les autres, avec nous, vous paierez moins d'impôts sur le patrimoine. Notamment, alors j'ai pas regardé là spécifiquement pour ceux qui habitent Belfort même, de combien aller à Belfort, mais ça fait partie des trucs dont on parle assez peu. Pourtant, vous tous, vous l'oubliez, hein, il doit y avoir des propriétaires, j'imagine, dans cette salle. La taxe foncière, au moment où vous la recevez, vous êtes là. Ah, j'avais oublié celle-là. Une fois par an, mais vous la sentez passer. Elle a augmenté à Belfort ? Voilà. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je trouve que c'est assez symptomatique, parce qu'en vrai, elle augmente partout, donc je me trompe pas quand je dis ça. Elle augmente partout, parce que ça fait partie des trucs où on essaie de gratouiller, quoi. On se dit, allez, c'est une fois par an, ça va pas se voir, quoi. Ils vont quand même pas mettre leur gilet jaune et aller faire la révolution parce qu'on leur augmente la taxe foncière. Sauf que c'est un impôt qui est profondément injuste. Madame, puisque vous semblez être propriétaire, j'imagine que quand vous avez acheté votre maison, vous n'aviez pas l'argent cash. Eh ben non. Vous avez fait un petit prêt. Un gros prêt. À la banque. Eh oui. Et donc, c'est la banque qui détenait votre appartement ou votre maison. Eh oui. Et ça, on n'en tient jamais compte. Alors que lui, Bernard Arnault, il peut arriver argent comptant, hein, il n'a pas besoin d'un prêt. Ou alors il le fait parce que c'est intéressant financièrement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de prendre en compte votre prêt. On dit, en fait, au fur et à mesure que vous remboursez, vous êtes propriétaire de plus en plus de votre maison. Donc on tient compte que la part dont vous êtes propriétaire. Donc si vous avez un prêt de 80%, vous détenez que 20% de votre maison la première année. Puis après 25, 30, etc. Voilà, des choses de bon sens. Et puis on va prendre en compte votre patrimoine total. Si vous avez une maison à Belfort, une maison à Besançon, une maison à Strasbourg, c'est pas la même chose que si vous avez juste une maison à Belfort. Donc voilà des choses qui permettent de remettre de la justice, de l'équité et renouer avec ce principe fondamental et qui était si juste des Gilets jaunes, qu'on essaie de mettre en application avec notre programme, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et je crois que c'est le meilleur résumé de notre révolution fiscale et elle commence dès dimanche. Bon, je pourrais vous parler parce que c'est un de nos dadas, mais après je vais arrêter parce que je pourrais vous parler de chiffres. Vous avez compris que c'est des trucs que j'aime bien, mais bon, j'imagine qu'il n'y a personne qui a... Allez, pour les personnes plus âgées, pardon, je ne vais pas vous faire lever la main parce que c'est moins cool. On prendra les questions à la fin. Pour les personnes plus âgées, vous n'avez pas forcément prévu de léguer plus de 12 millions d'euros à vos enfants ou vos petits-enfants. Si, ça m'intéresse. Hein. Par petit-enfant, ouais. Bon, quand on dit au-delà de 12 millions d'euros, on prend tout, ça va. 8 siècles de SMIC pour commencer dans la vie, tout le monde est preneur. On est sympa à 12 millions d'euros, on aurait pu commencer beaucoup plus bas. Donc quand on dit 12 millions d'euros, et avec ça, on finance la partie d'allocation d'autonomie spécifiquement pour les jeunes, il y a en plus un sens, une transmission générationnelle. Puis je pense que Bernard Arnault, je ne sais pas vous, mais il s'en remettra, non ? 12 millions. Les enfants de Bernard Arnault. Voilà, je pourrais vous citer cet exemple parmi tant d'autres. Notre programme, il est sérieux, il est crédible, il est chiffré. Il est réfléchi. Et je vous le dis, on a pris les gens au sérieux pour cette campagne présidentielle. On a tout listé. On est comme ça, la France insoumise, on est des besogneux. Besogneux, et on travaille, on s'acharne. Et en fait, il faut mesurer ce qui est en train de se passer. Parce que ce travail, quand même, il est en train de payer. Vous avez vu aujourd'hui 2 sondages qui nous donnent au-dessus de 17%. 17%. 17%. Alors évidemment, c'est des sondages. C'est une photographie à cet instant T. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Ce n'est pas le sondage qui va faire l'élection. Mais c'est quand même pas rien aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de déjouer le second tour qui nous était promis depuis plus d'1 an. Alors ce sera Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, prenez-le dans le sens que vous voulez. Vous avez la brute et le truand, et vous le connaissez, il y a le bon, la brute et le truand. Le bon, lui, il peut arriver au second tour, il peut déjouer le sort qui était promis à cette élection présidentielle. Et franchement,
Imaginez ce second tour de l'élection présidentielle. Imaginez si dimanche, on va tous être comme des fous là à 20h. Et puis on va être devant notre télé, tous, hein, je pense, les uns autant que les autres. Et puis on va attendre, on espère que le visage de Jean-Luc Mélenchon s'affichera. Et imaginez s'il s'affiche, ce que ça veut dire pour notre pays. L'ambiance qui sera changée. Le débat du second tour qui sera changé. Alors, débat Macron-Le Pen, bon, il se trouve qu'on connaît, on sait ce que ça donne. Combien de fonctionnaires vous allez supprimer ? 100 000, 200 000, moi c'est 300 000. Combien de cadeaux vous allez faire aux plus riches ? 3 milliards, 5 milliards d'euros. Bon, bref. Une ode à la stigmatisation des musulmans, j'en passe et des meilleurs. Bref, on connaît les modalités de ce second tour-là. Par contre, un second tour Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Macron, prenons celui-là. Mais bon, sur le fond, ce sera assez sensiblement le même. Retraite à 60 ou à 65 ans. SMIC à 1 400 € net ou la stagnation des salaires. 6e République ou la monarchie présidentielle. Planification écologique ou condamnation pour inaction climatique. Il aura de la gueule ce second tour, non ? Imaginez. Et je le dis aussi pour ceux qui se disent c'est des arguments qu'on entend un peu à gauche. Ouais, c'est vrai que quand on est de gauche, ça changerait quelque chose qu'il y ait Mélenchon second tour. Mais de toute façon, on est sûr qu'il ne va pas gagner, donc autant me faire plaisir au premier tour. Déjà, quand bien même Macron gagnerait face à Mélenchon, ce n'est pas la même chose que Macron qui gagne face à Marine Le Pen pour les 5 ans à venir de notre pays. Je le dis au passage, pour tous les amis de gauche. Mesurez là ce qui est en train de se passer. Si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, c'est la gauche qui arrive au second tour. C'est la gauche qui se montre qu'elle est là, debout, fière de ses valeurs, fière de n'avoir rien renié de ses combats sociaux, de ses combats écologiques, de ses combats pour la démocratie, de ses combats aussi pour inclure tout le monde dans notre société et arrêter de pointer du doigt celui ou celle-là parce qu'il aurait une couleur de peau ou une religion différente. C'est la gauche qui est fière et la gauche qui relève la tête qui arrive au second tour. Et ça, je pense que c'est pas rien quand même. Mais c'est aussi, imaginez si ce second tour, il a lieu. Ce second tour qui a lieu, en réalité, on rebat les cartes. Pensez aux élections législatives, en 2017. Tous nos petits camarades qui ont été élus, les 17 à l'Assemblée nationale. Au passage, vous avez vu le bruit qu'ils ont fait à 17. Imaginez s'il y en avait 100, 150, 200 ou 300. Déjà, on ne s'ennuierait pas. Déjà, je pense qu'on distrairait le pays pendant 5 ans, mais qu'en plus, imaginez le travail qui sera abattu. Et je le dis d'autant plus que je n'en fais pas partie, donc je parle pour eux, et il n'y a personne qui se sentira gêné puisqu'ils ne sont pas là et qui nous ont rendus fiers pendant ces 5 ans. Fiers d'avoir des députés qui ne lâchaient rien et qui se battaient jusqu'au bout. Fiers d'avoir donné des lettres de noblesse à l'opposition dans ce pays qui existe encore. On n'est pas obligé de s'asseoir, de courber les chines, dire « Oui, monsieur le maître Macron, nous allons faire tout ce que vous nous avez demandé. » Non. On a montré que ça existe, l'Assemblée nationale, que ça a un sens. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est ce second tour de l'élection présidentielle. Mais regardez ce qui s'est passé, je sais pas, second tour de l'élection législative en 2017. Les copains comme François Ruffin, ils avaient 10 points de retard, plus de 10 points de retard entre le premier et le deuxième tour. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour ? S'il y a des gens qui se sont dit « Oh putain mince, c'est possible ? Genre Ruffin, il peut gagner ? Mélenchon, il peut gagner ? Genre, on nous a pas... Il se passe pas ce qu'on nous avait promis depuis 1 an et demi ?» Et là, vous allez voir des personnes qui n'avaient même pas forcément voté au premier tour, des personnes qui reprennent de l'espoir, des personnes qui vont être fières d'aller voter, qui vont aller convaincre leur cage d'immeuble et qui vont se dire « Ouais, en fait, c'est possible de gagner. » Et croyez-moi que si on arrive au second tour, Macron, on en fera notre affaire et c'est une autre élection qui commence. Alors, comment on fait ça ? Comment on y arrive ? Il nous reste 3 à 4 jours. Je voudrais m'adresser ici à tout le monde. D'abord, j'en ai un peu parlé. Comme on dirait au peuple de gauche.
Désolée, je suis du sud de la France, je dis gauche, mais vous avez compris. Je suis de l'Est aussi, mais plus au sud. Chez les fachos, pardon. Comme quoi, on peut être de gauche même dans ces territoires. Mais comment on fait ça ? Je pense qu'il y a un peuple de gauche en France, qu'il existe. À Belfort, il y a un peuple de gauche. À ces gens-là qui se reconnaissent dans ces valeurs, qui ont été trahis par François Hollande. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, on l'a dit, la gauche, elle était en jachère pendant quelques années. Et nous, on a battu la terre, puis on a replanté des petites graines. Et des petites graines de gauche. Partage des richesses, tout ça. Bon, je ne vous refais pas tout le programme. Mais il y a un peuple de gauche aujourd'hui dans notre pays. Et à ce peuple de gauche, je pense qu'on peut s'adresser et lui dire « Attends là, Marine Le Pen, elle peut être au second tour. Marine Le Pen, elle peut gagner cette élection présidentielle. Alors vous savez ce qu'on peut faire avec notre bulletin de vote ? On peut faire d'une pierre deux coups. Le premier, éliminer l'extrême droite dès l'issue du premier tour de cette élection présidentielle. Et le deuxième, voter par enthousiasme, voter par espoir, voter par conviction et faire advenir ces idées-là du partage des richesses, de la planification écologique, de la 6e République pour ce second tour de l'élection présidentielle. Et ça, je crois que ça donne beaucoup de poids, beaucoup de force à ce tout petit truc qui est un bout de papier et qui est notre bulletin de vote pour dimanche prochain. Je me suis perdue dans mes papiers, de toute façon, je ne sais même plus où j'en suis. Et bon, ça, c'est pour le peuple de gauche. Ensuite, il y a évidemment celles et ceux qui n'ont pas nécessairement prévu d'aller voter. Il y en a plein dans notre pays. Il y en a plein parce qu'on nous dit que le taux d'abstention serait historique autour de 30%. Et à ces gens-là, qui depuis des années regardent de loin la scène politique et se disent de toute façon, c'est tous les mêmes. On a eu quand même 3 majorités différentes ces 15 dernières années. Macron, Chirac, je l'ai fait dans le mauvais sens. Chirac, beaucoup plus vieux. Macron, Hollande, Sarko, et Chirac avant. Donc Macron, Hollande et Sarko, 3 majorités différentes, et ils se disent « Bon, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. » Je leur jette pas la pierre. C'est faux, on a bien massacré le code du travail. Par exemple. Mais Macron et Hollande ont fait une petite continuité sur le code du travail. Mais, donc ces gens-là, ils se disent « Ouais, c'est vrai, à quoi ça sert d'aller voter ? De toute façon, ça ne va rien changer pour moi, etc. » Et je pense qu'on peut s'adresser à ces gens-là aussi. Leur dire, vous savez, vous le connaissez, les amis qui étaient à Besançon hier. Il y a un endroit où on est tous égaux, tous égaux les uns autant que les autres. Et moi, je veux le dire parce que je trouve que ça donne un pouvoir de malade, un pouvoir de fou. On se dit, mais c'est vrai, moi là, Manon Aubry, moi à la rigueur, moi je peux dire, moi députée européenne, mais toi, là, chacun d'entre nous ici, individuellement, vous avez autant de pouvoir que Bernard Arnault. Bon, il se trouve que l'un de vous était Bernard Arnault, puisque c'était les 5, mais je vais faire le coup ici, alors. Je vais faire le coup ici. Mais là, chacun d'entre vous ici, vous avez le même pouvoir que Bernard Arnault. C'est incroyable comme force. Mais vous n'avez pas l'argent, mais vous avez le pouvoir. Parce que une fois que vous êtes dans l'urne, votre voix, il n'y a pas marqué que vous êtes Bernard Arnault ou quelqu'un d'autre. Bernard Arnault, c'est une voix. Vous, là, chacun ici dans cette salle, c'est une voix aussi. Alors, si le peuple se mobilise dimanche, si la masse des gens se met en mouvement, la masse des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen ne gagnent cette élection présidentielle, ceux qui ont intérêt notamment à un meilleur partage des richesses dans notre pays, ça représente aujourd'hui la majorité de la population. L'enjeu, c'est qu'ils se mobilisent. L'enjeu, c'est qu'ils aillent au bureau de vote dimanche prochain. Alors, pour ça, chacune et chacun dans cette salle, vous avez une responsabilité, un rôle précis, particulier. C'est d'emmerder le monde. D'emmerder le monde. Vos potes, votre famille, vos collègues de travail, vos voisins. Peut-être vous en avez ramené d'ailleurs ce soir en disant « Je vais aller à ce meeting de Manon Aubry, viens avec moi ». Ouais, je suis sûre, il y en a qui ont réussi à faire ça. Mais c'est déjà une force. Parce que peut-être... Allez, je ne vais pas vous demander si vous avez été convaincus, parce que sinon ça va vous obliger à dire que oui, alors qu'en fait non. Mais votre entourage, la force que vous avez, la politique, la démocratie, elle vit aussi de ces échanges entre nous. Moi, ce qui m'a manqué aussi de cette élection présidentielle, c'est quand vous avez un grand débat à la télé qui est visionné par 10 millions de gens, ce qui n'a pas été le cas dans cette élection. Le lendemain, tout le monde en parle.
au boulot, etc. Et pas tout le monde l'a regardé, mais 10 millions, c'est quand même énorme. Et c'est comme ça que vit la démocratie. Et Macron, il a peur du débat. Il a fui le débat pendant toute cette élection présidentielle. Il a pensé que son élection, c'était une reconduction automatique, tacite, là, comme dans les petites lignes. Sauf que nous, on allait voir les petites lignes et on est prêt à le dégager. Et on est prêt à le dégager en mobilisant autour de nous. Alors, dans les 3 jours qui restent, tout acte est utile. C'est un tract distribué, une affiche collée, un coup de fil passé à ses grands-parents, à ses parents, à tout le monde. Tout le monde doit savoir que dimanche, il y a une élection présidentielle, que dimanche, l'histoire s'écrit dans notre pays et que dimanche, nous pouvons envoyer Jean-Luc Mélenchon et toute son équipe autour de lui et nos idées qui nous réunissent ici ce soir au second tour de l'élection présidentielle. Soyez sûrs de votre force parce que cette force, elle est collective et nous détenons collectivement notre sort entre nos mains. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas comment les copains, là, vous vouliez organiser, parce qu'il y a 2-3 questions. On peut faire ça informellement, autour d'un pot. C'est à vous de décider. Hein, Ouais, on fait ça, comme ça, si vous avez des questions, vous venez me voir. Et on fait ça autour d'un... C'est quoi la spécialité locale Le vin jaune, ouais, le vin jaune, ouais. Bon, allez, on va goûter tout ça. Bon, merci à vous, en tout cas. Un autre monde est possible.